Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la page de Facebook du Cross Normandie pour une présentation de l'Observatoire du sport en Normandie. Pour cette occasion, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Madame Sylvie Mouillon-Porte, déléguée régionale à la jeunesse et au sport du rectorat de l'Académie de Normandie, Nicolas Maret, président du comité régional olympique et sportif Normandie, ainsi que Daniel Alano, secrétaire général du Cross Normandie, Bruno Chandavoine et M. Sylvain Viré pour la Dragesse, ainsi que Mme Sylvie Scaza, représentante du CPSF aux conférences régionales du sport en Normandie. Bonsoir à toutes et à tous. Comment allez-vous? Bonjour, tout va bien. Donc, n'hésitez pas à vous présenter en commentaire, prénom, nom, éventuellement la structure que vous représentez. Tout au long des échanges, vous aurez donc la possibilité de faire des remarques, de poser vos questions. Donc, n'hésitez surtout pas. L'ensemble des documents qui vous seront donc proposés ce soir seront disponibles dès lundi ou mardi sur le site du Cross Normandie et de la Juste avant de projeter le document, éventuellement, Nicolas Maret, président du Cross Normandie, s'il te plaît, est-ce que tu souhaites justement présenter l'ensemble des travaux et de ce beau travail qui a été réalisé entre les agents de la Dragesse ainsi que ceux du Cross Normandie? Merci. Bonjour à tous. Moi, je laisserai Bruno faire la présentation de ce remarquable travail collaboratif initié il y a quasiment un an, plus d'un an même, entre le Cross Normandie et la direction régionale sport cohésion sociale qui est devenue depuis le 1er janvier la Dragesse Normandie. Un gros travail qu'a mené Daniel Alano ainsi que les salariés du Cross avec Bruno Chandavoine et des conseillers à la direction régionale. Donc, ça a permis d'établir un portrait de ligue, un état de nos ligues normandes, effectifs, budget, activités, missions. Ça s'inscrit pleinement dans la dynamique du sport normand en lien avec la région Normandie. Des éléments très très précis collectés à travers cette étude diagnostic menée auprès de, je crois, plus de 72 ligues et comités régionaux va nous être très utile dans le démarrage de la future conférence régionale du sport qui sera installée prochainement en Normandie. Donc, moi, je salue ce beau travail collectif et maintenant, je laisse place à toute l'équipe qui va présenter et exposer ce travail. Merci beaucoup, Monsieur Maret. Madame Sylvie Mouillon-Porte, déléguée régionale à la jeunesse et au sport du rectorat de l'Académie de Normandie, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Bonjour à tous et à toutes. Merci de me donner quelques minutes, quelques instants pour m'adresser à vous. Donc, moi également, en tant que déléguée régionale académique à la jeunesse, à l'engagement et au sport, et auparavant directrice régionale et départementale jeunesse et sport cohésion sociale. Et c'est en effet, quand je signifie auparavant, c'est que ce travail, comme vient de le souligner le président du CROSS, est un travail que nous menons depuis, je pourrais même dire, plusieurs années. Il est très, très important pour nous d'avoir suffisamment de données en ce qui concerne les équipements, en ce qui concerne les activités physiques et sportives, en ce qui concerne chacune des ligues qui mettent en œuvre des projets, des programmes, et chacun dans leur spécialité. Bref, avoir une connaissance, c'est très important, et avoir conduit ce travail en partenariat avec notamment donc, le mouvement sportif, comme ça vient d'être souligné, c'est un facteur de réussite pour que justement au moment où la conférence régionale du sport va se mettre en place, cette conférence du sport qui est aussi représentative de cette gouvernance avec ces 4 collèges, le collège des représentants de l'État, le collège des collectivités, le collège du mouvement sportif et le collège des partenaires économiques, eh bien, c'est tous ensemble qu'en effet, on doit s'approprier les besoins, les demandes et l'offre sportive qu'il y a en région Normandie, de manière à, au sein de cette conférence, pouvoir établir et réaliser et construire un projet sportif normand, territorial, qui réponde en effet à ces besoins. Donc, c'est très important le travail qui a été réalisé. Certes, les données, on aurait pu, si la crise sanitaire n'avait pas été là, déjà en faire une présentation en 2020,
mais de toute façon, ça constitue un socle déjà très important de données que nous n'aurons plus qu'à actualiser avec les nouvelles données qui vont nous être fournies par les différents instituts de statistiques. Donc, même si certaines données datent un petit peu, mais très peu, puisqu'il y a aussi le temps du recueil des données qui fait toujours un petit écart entre le moment où on recueille et le moment où on en fait état, eh bien, il faut les faire vivre. Et c'est ce que nous comptons faire au sein de cette conférence régionale du sport, c'est faire vivre ces données de manière à pouvoir faire des projets qui soient en parfaite adéquation, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec les besoins de nos concitoyens. Donc, ce portrait des ligues et des comités régionaux et l'état des lieux du sport et handicap qui vont être diffusés, vont vous être présentés, c'est très important, car dans toute cette dynamique et cette gouvernance, il faut vraiment que le sport et que l'on se donne les moyens, que le sport soit accessible à tous, valide comme personne plus en difficulté et donc accessible à toutes les personnes, quel que soit l'handicap qu'elles rencontrent dans leur vie. Voilà, je m'arrêterai là car on a beaucoup de choses à présenter et je pense que c'est ce qui est le plus important maintenant, c'est en effet le résultat de ce travail en commun. Merci et à tout à l'heure peut-être. Madame Houillon-Porte, un grand merci. Je vais donc maintenant passer la parole à Bruno Chandavoine, agent de la Dragesse Normandie, s'il vous plaît. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je vais donc faire une petite manipulation pour vous présenter donc la première présentation. Voilà, je ne me trompe pas. L'étude que nous avons réalisée auprès de 60 comités et ligues et comités régionaux. Cette étude s'est réalisée de 2018 à 2020, donc en collaboration avec le CROSS de Normandie que je salue. On m'a demandé de masquer, voilà, c'est fait. Et donc nous avons déjà envoyé et publié les chiffres clés des ligues en Normandie, des portraits de ligues en Normandie, une synthèse de 12 pages. Et là, donc, on a donc terminé l'étude complète. Et donc, elle vous sera proposée, enfin, les 3 documents vous seront proposés sur nos différents sites Internet. On va donc essayer de travailler tout ça et de vous résumer tout ça en 13 points. Les 5 premiers points seront présentés par Daniel Alano, que je salue et qui a donc travaillé avec moi main dans la main sur cette étude, avec nous, hein, ses collaborateurs. Je vais présenter les points 6, 7, 8, 9, 11, 12 et 13 et je vais laisser à mon collègue Sylvain Viré le soin de présenter les quelques slides sur le haut niveau. Voilà, on part directement. Daniel, si tu veux y aller, n'hésite pas. Eh bien, j'y vais. Bonjour à vous tous. Je vais donc vous présenter quelques informations le plus précises possible sur les données qui ont été récoltées sur cette enquête donc, qui s'est déroulée de mars à novembre 2019. Pour sa partie vraiment enquête proprement dite et jusqu'à maintenant pour la réalisation du rapport et des différents documents qui ont été diffusés et qui vont l'être peut-être plus largement encore maintenant. Donc le panel total est un petit peu plus grand évidemment que le recensement auquel Bruno vient de faire allusion. Donc 74 ligues ou comités ont été régionaux ont été interrogés et nous avons récolté environ 60 réponses. Alors évidemment de manière parfois partielle suivant les questions qui ont été abordées puisque le questionnaire était quand même relativement large. On va revenir dessus prochainement. Donc je ne répète pas les mots qui ont été prononcés par Madame Houillon-Porte et Nicolas Marais sur le cadre général de l'Observatoire du sport et donc la dynamique du sport normand qui est maintenant depuis plus d'une Olympiade en route avec la collaboration de la région Normandie.
Nous en profitons là pour remercier toutes les personnes qui ont pris du temps, beaucoup de temps, pour réaliser cette étude. Des personnes des ligues, bien sûr, des présidents de clubs, des présidents de ligues, qui sont parfois présidents de clubs d'ailleurs, et aussi des administrateurs de ces ligues qui ont été interrogés. Il y a eu beaucoup d'allers-retours pour affiner et avoir des données qui soient les plus réalistes possibles. Pour cela, 6 personnes ont été mobilisées, donc 3 et 3 du CROSS et de la direction régionale, pour aboutir à la réalisation de ce travail. Alors, assez rapidement, on a vu que, compte tenu du nombre de données récoltées, qui était quand même relativement ambitieux, puisqu'il y avait 88 questions et 6 thèmes abordés, donc plus de 1000 données à manipuler, il fallait pouvoir diffuser des éléments un peu comprimés. Donc, une synthèse a été réalisée d'une douzaine de pages, qui a été diffusé en septembre 2020 sur l'ensemble des ligues, qui le sera, je pense, très largement maintenant, peut-être même au niveau de l'ensemble du territoire national. Et puis, une simple page résumant un petit peu les chiffres, on a appelé ça les chiffres clés du paysage normand, en tout cas en ce qui concerne sa structuration des ligues régionales et comités régionaux. Alors, ce travail, il est important forcément en nombre de données. C'est un premier recensement. Il n'est pas encore complet, malheureusement, même s'il est déjà très important. Alors, tu as été peut-être un peu vite sur la deuxième diapo. Pardon, vas-y. En fait, je voulais préciser que dans les 88 questions, il y avait des thématiques que tout le monde connaît, mais qu'il est peut-être bon de rappeler, à savoir la structuration des ligues qui sont déclinées en comités, clubs et en licenciés. Donc, avoir un recensement des licenciés n'est pas si facile que ça, on y reviendra, Bruno insistera là-dessus. Sur les emplois des structures de ligue, les emplois qui ont été financés en partie par l'État, l'administration générale, donc la structuration de l'administration générale de ces ligues et comités, les programmes de formation, les programmes, peut-être pas les programmes, mais en tout cas, comment se gère la formation à l'intérieur de ces structures, et enfin, le financement, c'est-à-dire l'ensemble des budgets. Juste un mot pour dire que effectivement, ces données malheureusement restent partielles, c'est-à-dire que l'échelon départemental n'a pas été étudié dans les chiffres clés et que actuellement Bruno a déclenché une nouvelle étape avec l'aide de l'INSEE et qui devrait compléter notamment en termes d'équipement et de localisation plus précise, l'ensemble de ces chiffres qui ont été récoltés de manière globale. Donc là, on est bien arrivé sur les chiffres clés, Bruno. Cette fois, on a déjà dit 60 ligues pour 74 adhérents au CROSS en 2019. Ça représente 87% de licenciés sur la totalité de la Normandie, c'est quand même déjà un chiffre bien représentatif et qui regroupe 8130 clubs au total. Donc les enquêteurs, bien, ils ont procédé à, comme je le disais tout à l'heure, à un aller-retour soit téléphonique, soit physique d'une petite demi-journée en général avec les correspondants des ligues. La moitié des représentants étaient des élus, donc des présidents ou secrétaires généraux, et pour le reste, les techniciens ou administratifs de ces structures. Donc, on présente les chiffres. Je ne vais pas évidemment vous les énoncer. Vous pouvez les observer.
le nombre de répondants dans les 3 catégories principales sont là résumés, dont la moitié correspondent à des sports olympiques, et puis répartis à peu près équitablement sur les non-olympiques et les associations multisports ou affinitaires. Le poids financier, on n'a pas tout à fait fini. Le poids financier est de 25,6 millions d'euros sur la totalité des budgets de l'ensemble de ces 60 ligues recensées, 191 emplois de ligue. On peut noter que ce chiffre, finalement, n'est peut-être pas si élevé. Quand on regarde, par exemple, la moyenne par structure, on trouve à peu près 3 emplois par structure, mais il y a énormément de structures qui ont un emploi, voire moins d'un emploi. On reviendra un peu sur ces chiffres, je pense, tout à l'heure avec Bruno. Voilà. Donc là, tu peux passer aux indicateurs primaires. Alors, comment nous avons essayé de manipuler ces données? Je vais essayer de ne pas être trop, trop physicien ou trop statisticien. Néanmoins, on manipule toutes ces données avec des indicateurs que l'on a jugés comme étant les plus intéressants pour qualifier ces ligues et en déduire une typologie. Sans trop finalement se poser la question a priori de notre connaissance du fonctionnement des ligues, ce qui n'est pas si facile. Les 4 éléments que nous avons donc retenus, c'est les budgets, les licences, les emplois et la formation. Et avec ces 4 indicateurs, on a essayé de dégager en fait des tendances. Alors, avec des estimateurs, évidemment, les plus simples possibles, parce qu'on sait qu'il y en a des très compliqués en statistique, mais là, on a essayé de rester les plus simples possibles en utilisant des indicateurs comme la moyenne, qu'on n'aime pas trop utiliser. Je vous dirai pourquoi après. On préfère utiliser la médiane en statistique parce qu'on considère qu'elle, sur des échantillons relativement faibles comme ceux que l'on avait, et les écarts très important entre les valeurs minimum et maximum, il est toujours préférable d'utiliser cet outil pour faire une séparation. Bref. Par exemple, j'ai un exemple sur les licences. En termes de nombre de licences, les 5 plus grands sports normands en termes de licences regroupent 57% de la somme de l'ensemble de toutes les ligues, enfin des 60 ligues qui ont répondu. Et si on veut comparer les indicateurs, l'indicateur moyenne donne 4000 licences et 28 000 licences et la médiane donne 4000. Donc, vous voyez que ça fait une distance très importante qui indique qu'effectivement, on a une population qui est quand même relativement hétérogène. Alors, un petit mot pour dire que ces indicateurs, ils ne sont évidemment pas parfaits, qu'ils ont été calculés sur les réponses qui nous ont été fournies et que toutes les réponses, parfois, à toutes les questions ne sont pas complètes. Donc, par moment, on n'a qu'un échantillon réduit pour discuter de ces chiffres. Bref. On peut passer à la typologie, si j'ai encore un petit peu de temps. Je suis à peu près bien. Bruno? Oui, vas-y. Encore quelques minutes pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet, si on peut dire. Donc, l'objectif était de discerner en fait des fonctionnements différents. Ça, tous les représentants des ligues savent que entre le football et, pour ne parler que des sports principaux qui alimentent la sphère médiatique, entre le football ou le handball ou le handball ou le basketball et le triathlon, c'est quand même un peu différent comme fonctionnement. Donc, concrètement, on a utilisé
ces deux indicateurs, moyenne et médiane, pour observer, si on peut dire, quelques moyens de fonctionnement différents. Alors, une séparation en 3 groupes nous a semblé la plus efficace. Alors, pourquoi 3 groupes? Parce que on part d'une séparation d'abord en 2 groupes et ensuite on voit si on a une zone intermédiaire qui pourrait se dessiner. C'est un petit peu comme ça que l'on a fait. Alors avec l'outil moyenne et médiane, par exemple, sur les budgets, on voit que le budget moyen, il est autour de 440 000 € avec un maximum à 4,7 millions et un minimum inférieur à, je crois, 50 000 €. Donc, la moyenne et la médiane, finalement, ont été utilisées pour séparer les groupes A, B et C, et en utilisant au moins 3 indicateurs tels que budget, emploi et licence pour partager un petit peu les données sur ces 3 groupes. Donc, Bruno reviendra un petit peu plus en détail. Pas la peine que je passe plus de temps là-dessus, sur les éléments pertinents qu'on peut sortir finalement de ces 3 groupes qui ont été baptisés sur la diapo suivante, finalement. Autonomes, il y en a 18, découvreurs, il y en a 15, et associatifs, il y en a 27. Alors, les limites que l'on doit absolument avoir en tête pour observer ce panel, c'est que, d'une part, on n'a pas les données de la structuration des comités départementaux, ce qui apporterait peut-être un autre éclairage, mais sûrement pas si différent, parce que cet échantillon est déjà quand même assez bien représentatif, je pense, de la situation. On a eu un manque de réponse sur certains thèmes du questionnaire, notamment sur les formations des cadres bénévoles, les juges, les arbitres, et sur les organisations de manifestations, les compétitions, mais aussi sur la valorisation de l'entraînement et de la détection au sein des structures techniques. Avoir ces chiffres-là semble quand même relativement difficile à obtenir, même si, évidemment, le travail il est réalisé sur le terrain. L'administration de ces thèmes est quand même pas si simple que ça à obtenir de façon précise. Donc voilà, je m'arrêterai là, Bruno, et puis je te laisse la parole pour poursuivre sur plus de détails dans l'observation des groupes que l'on a fait. Merci Daniel pour cette mise en bouche. On va vous présenter très rapidement les conclusions un petit peu de cette étude autour de ces 3 groupes. Donc, les 3 groupes, le premier groupe, on les a appelés donc les ligues plutôt autonomes. Tout ça, ce sont des termes un peu forts pour certaines d'entre elles, mais ce qui a caractérisé en tout cas ces 18 ligues, c'est qu'elles avaient en tout cas à la fois un nombre de licenciés important ou un budget significatif et ou un nombre d'emplois important. Donc, on les a regroupés. Le deuxième groupe, c'est un groupe de découvreurs qu'on appelait découvreurs parce que finalement, ce groupe-là est un peu à l'intermédiaire des 3 typologies de groupes. Ils sont un peu ils ont forcément des budgets moindres et ils découvrent quelque part la structuration autour de l'emploi. Donc, ce sont des comités ou des ligues qui sont en structuration, si on peut dire. Et puis, le troisième groupe, c'est le groupe assez classique qu'on va retrouver dans plein d'organisations. On les appelait les associatifs. Et c'est ce groupe-là de 27 ligues donc, possède des budgets beaucoup plus modestes et ont des difficultés, si elles le souhaitaient, à développer l'emploi au sein de leurs organisations. Alors,
on a un peu croisé différents donc, indicateurs, hein, Daniel nous le disait. Et évidemment, dans le groupe A, on a le groupe des superlatifs, hein, un groupe qui concentre 78% des licences, autour de 18 ligues. C'est un groupe dont les budgets sont de minimum de 300 000 €, mais ça peut aller jusqu'à 4,7 millions pour le foot, et qui rassemble, donc qui concentre 84% des budgets et aussi 84% des salariés. Vous voyez que sur le groupe des découvreurs, là encore, ce n'est pas tout à fait la même chose, que 9% des licenciés pour 15 ligues, avec peut-être une progression plus forte sur les 11 dernières années que le groupe A, des autonomes, des budgets plus faibles, supérieurs à 100 000 €, hein, mais qui regroupent finalement que 12% de l'ensemble des budgets, et puis quand même 13% de salariés, 12%, 9% des licenciés. Vous voyez, là on voit l'effort que ces comités régionaux et ligues essaient de faire sur l'emploi et sur la structuration. Et puis enfin, le dernier groupe, c'est le groupe donc, des associatifs qui, lui, avec 27 ligues, regroupe 13%. Ils ont tous des budgets inférieurs à 100 000 €, donc des très très faibles budgets. Et évidemment, avec des faibles budgets, ils ont des difficultés à développer l'emploi salarié dans leurs organisations. Un dernier point sur ce premier slide, c'est que l'ensemble des groupes, des organisations du groupe A, elles n'ont pas toutes un organisme de formation professionnelle, mais 10 d'entre elles ont un organisme de formation professionnelle. Et donc, ce sont des ligues qui ont la possibilité de jouer sur l'emploi, sur la formation des cadres, la formation des futurs professionnels. Bref, elles ont des cartes en main et de ce point de vue-là, elles ont une certaine autonomie de gestion. Si on regarde les indicateurs secondaires, là, on va retrouver aussi encore une sorte de concentration autour des ligues autonomes, avec 2/3 des clubs, un nombre de 109 licenciés par club, 20 structures de haut niveau sont organisées par ces comités régionaux, 56% des athlètes de haut niveau, des sportifs de haut niveau, on y reviendra tout à l'heure, et une majorité de ligues qui ont la chance ou qui ont donc développé donc des locaux administratifs dont ils sont propriétaires. Les ligues des découvreurs, vous avez les chiffres en face, hein, je vais essayer d'aller vite. Ce qui est intéressant, c'est que ce groupe-là a finalement, avec 3 structures de haut niveau, des performances assez bonnes sur le nombre d'athlètes de haut niveau. Et une majorité de ces ligues sont plutôt locataires de leurs locaux administratifs. Et enfin, le troisième groupe, le groupe associatif, qui a quand même aussi du haut niveau pour 15% des athlètes, avec une seule structure référencée et une majorité de ligues qui n'ont pas de locaux administratifs. Voilà. Alors, ça, c'est pour la photographie un peu générale et donc la synthèse de l'étude. On va aller maintenant sur rentrer un petit peu, on va zoomer sur les licences et quelques points que vous retrouverez. Donc, la Normandie, finalement, c'est 8130 clubs, hein, avec une moyenne de 94 licenciés par club, c'est plutôt faible, et puis un nombre médian de 64 licenciés par club. Et donc, on a un réseau important, on dirait un maillage important de clubs, mais ce sont plutôt des clubs de taille modeste. Le deuxième point qu'il faut retenir, c'est que ces clubs développent finalement 735 000 licences, hein, soit à peu près 4,53% des licences françaises. Alors j'ai les chiffres de 2019, c'est encore en progression, c'est 740 000 licences. Hein, et on a pu dénombrer, grâce aux chiffres des ligues, que ces clubs, au minimum, hein, ou ces ligues, développent 50 000 dirigeants, juges, arbitres, licenciés. C'est une estimation, mais une estimation pas du tout approximative, très, très précise. Alors, en termes de taux de licenciation, hein, le nombre de licenciés rapportés à la population,
On a un taux, il faut retenir le chiffre de 22%. Donc, on a un taux relativement faible rapporté à notre population. La France est à 24,3. Et puis, on a des ligues donc voisines qui sont à peu près dans le même nombre de départements et le même nombre d'habitants, qui, eux, ont des performances, elles, ont des performances plus intéressantes, avec 26,9 et 27,3 pour les Pays de la Loire. Le Pays de la Loire étant le pays, la région qui a le meilleur taux en France. On se classe donc 10e sur le taux de licenciation et le nombre de licences. Troisième point remarquable par rapport à ces licences, et vous l'avez compris, c'est qu'il y a une forte concentration de ces licences autour de quelques ligues, quelques comités régionaux. Alors là, on a pris football, UNSS, tennis, donc ça fait déjà 30% des licences. Tout à l'heure, Daniel nous a fait un autre cocktail, mais qui ramène beaucoup de licences. Forte concentration des licences. Sur l'évolution des licences en 10 ans, donc on a regardé ce qui s'est passé entre 2007 et 2017. Finalement, on a une évolution qui est peu significative du nombre de licences, avec une évolution de 0,7 points, c'est pas en 10 ans, c'est par an, de manière générale. Donc ça mène à un taux de pénétration de 22%. Et ce qui est à remarquer, c'est que finalement, au global, cette faible progression est plutôt portée par les féminines qui croissent plus vite que les licences masculines. Voilà, donc la féminisation des pratiques est assez intéressante et on va faire un petit focus justement sur les féminines. 39% des licenciés normandes sont des femmes, donc les femmes représentent 39% des licenciés et c'est 37% en France. Donc on est légèrement au-dessus ou dans la moyenne, légèrement au-dessus de la moyenne de licenciation pour les féminines. Et puis, plus classique, on voit bien que concernant les conseils d'administration et surtout les postes de présidente, là, le taux est nettement plus faible. Alors, on a un peu regardé qu'est-ce qui se passe dans les départements. Donc, rappelez-vous, 22% pour la Normandie, le taux de pénétration. Donc, on peut dire que 22% de la population de Normandie a une licence, mais on a une répartition qui est un peu différente d'un territoire à l'autre. La Manche a un taux de licenciation ou de pénétration qui est plus fort que les autres départements. Après suivent, sans les départager, le Calvados, l'Eure et l'Orne, et on a un taux de licenciation, de pénétration qui est plus faible dans le département de la Seine-Maritime. Alors, si on s'intéresse maintenant au territoire, donc là, vous avez la représentation des différentes EPCI, les collectivités territoriales. Donc, vous avez plus c'est bleu foncé, plus le taux de pénétration est fort, supérieur à la moyenne. Voilà, et plus c'est clair, plus le taux de pénétration est faible. Et donc, on a bien des zones, les zones A, B et C, qui sont des territoires où finalement, là, le taux de pénétration du nombre de licenciés est plus faible. Alors, on pourrait s'intéresser aux raisons pourquoi ce taux est plus faible, mais peut-être que moi je connais bien la Manche, ici, c'est sur cette région qui a un taux aussi plus faible que les autres, on a aussi des territoires qui sont plus à la peine économiquement, peut-être plus à la peine en nombre d'équipements, en offres sportives. Bref, il y a des indicateurs là qui nous permettent de se dire, tiens, qu'est-ce qui se passe là dans ces territoires? Alors, on a beaucoup travaillé sur les budgets des ligues. Donc, Daniel vous disait que l'ensemble des budgets recouvre à peu près 25,6 millions d'euros sur une année. Il faudrait lisser ça sur plusieurs années et multiplier, mais voilà, ce sont les budgets actuels.
Mais ces budgets sont très très différents d'une ligue à l'autre. Et ça, vous en doutez, 3/4 des ligues ont des budgets inférieurs à 400 000 €. 8 ligues ont un budget supérieur à 1 million d'euros. Et ces 8 ligues rassemblent 60% du total des budgets. Donc, on a une forte concentration des budgets autour de quelques sports qui développent finalement, avec leur nombre de licenciés, des modèles économiques assez puissants. Donc, Daniel vous l'a dit, 142 000 €, c'est la médiane. Donc, il y a autant de ligues qui ont plus de 142 000 € que de ligues qui ont moins de 142 000 €. La moyenne étant peut-être moins intéressante. On s'est intéressé à la composition type des budgets. C'est en moyenne. On a donc les subventions publiques qui sont principalement État-région, rassemblent à peu près 13% des budgets. 78% des budgets sont composés de ressources propres, 2% de partenariats de mécénat ou de sponsoring et 7% de produits financiers de recettes exceptionnelles. Alors, on a peut-être une année un peu exceptionnelle là, entre 2018-2017 où les produits exceptionnels avec des ventes de locaux liés à la fusion étaient peut-être importants. Mais bon, ce serait intéressant de peut-être de regarder ces chiffres-là et de les analyser sur plusieurs années. Voilà, 13% de subventions publiques, 78% de ressources propres, 2% de partenariats. Alors, on s'est intéressé à la composition des budgets en fonction de la taille de la taille du budget. Moins de 20 000 € en bas, plus de 2 millions d'euros en haut. Et on va juste s'intéresser à deux couleurs. La couleur rouge qui représente les subventions publiques, donc la part des subventions publiques dans ce budget-là, et la couleur verte qui représente les ressources propres de ces budgets. Donc, on s'aperçoit que les ligues au budget modeste sont plus dépendantes des subventions publiques que les ligues au budget conséquent. Les petites ligues reçoivent peut-être pas beaucoup de subventions, mais par rapport à leur budget, ça fait une somme très, très, très importante. Et qu'au global, une ligue sur 3 perçoit des fonds publics à hauteur d'au moins 30% de son budget. Ce qui est important, mais c'est une ligue sur 3, c'est surtout les petites ligues. Concernant la part de ces ressources propres, donc on va s'intéresser à la partie verte de ces budgets. Concernant la part de ces ressources propres, on a un diagramme là où on a finalement réparti en fonction réparti les différentes ligues en fonction de leur budget. Donc, à gauche, vous avez des ligues au très petit budget, quelques milliers d'euros. Et tout à droite, vous avez des budgets qui sont de l'ordre de 5 millions d'euros. Et donc, on a une échelle qui est logarithmique et pas une échelle linéaire pour pouvoir concentrer tout le monde sur le même tableau. Ici, en ordonnée, on a la part des ressources propres dans le budget, c'est-à-dire qu'on a simplement positionné les comités régionaux en fonction de leurs ressources propres. Et donc, évidemment, on a une première zone, où on a une zone donc, de ligues qui peuvent avoir même 100% de ressources propres, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent uniquement avec leurs propres recettes, sans aide ni de l'État, ni du conseil régional, sans aide publique. Et puis, vous en avez d'autres qui ont des aides publiques, entre autres, et qui se débrouillent pas trop mal avec leurs ressources propres. Voilà. La deuxième zone, ce sont des ligues un peu intermédiaires, entre 50 et 75%. Voilà. Et la troisième zone, ce sont des ligues qui ont des ressources propres très, très faibles. Donc, ça nous a interrogé un petit peu par rapport au modèle économique qui peut être développé au sein des ligues. Alors, finalement, les ligues, elles tournent autour de quelques ressources classiques qui sont les licences. Ce que revient, la part des licences qui revient donc au budget. Et là encore, il faut bien se rendre compte que d'une ligue à l'autre, cette part-là est très différente. Vous avez des ligues qui perçoivent très peu d'argent
de la part des licences, et tout va essentiellement aux fédérations, donc ça ne ruisselle pas, et puis d'autres ligues qui ont un financement important. Certaines ligues ont aussi développé un modèle économique autour des événements et des compétitions, c'est-à-dire que plus elles organisent de manifestations, plus elles font rentrer, entre guillemets, des sommes d'argent. D'autres ont développé des services autour de stages. Certaines d'entre elles développent des formations, notamment des formations professionnelles, et puis d'autres encore ont des services. Voilà. Donc, d'une ligue à l'autre, on a vraiment des modèles économiques très, très différents. Et c'est, à mon avis, assez intéressant de s'intéresser à ces modèles économiques parce que finalement, c'est aussi l'avenir financier des clubs qui pourrait être amélioré, en tout cas de mon point de vue. Alors, on va faire un petit zoom sur l'emploi dans les ligues, on en a parlé tout à l'heure. Donc, 191 emplois, à peu près répartis, 49 à part égale, entre l'emploi administratif et l'emploi dans le développement, la formation et l'entraînement. 16 ligues reçoivent des aides fédérables pour l'emploi, donc sont aidées par leur fédération, et 10 d'entre elles peuvent financer au moins un demi-poste à l'année. 2 tiers des ligues ont entre 0 et 3 emplois. Et enfin, on a bien identifié quelques ligues qui s'organisent autour de l'emploi, autour d'un groupement d'employeurs. C'est assez nouveau. Il y a la ligue de gymnastique, la ligue de judo et puis le hockey aussi, je crois, qui sont organisés autour d'un groupement d'employeurs, donc ce qui change un peu les budgets, mais voilà, il y a des nouvelles formes d'organisation pour développer de l'emploi dans les ligues. Et puis enfin, comme nous sommes aussi au ministère des Sports, on a, et c'est pas anodin, 17,5 emplois mis à disposition par le ministère des Sports, et ces 17,5 emplois sont déployés sur les 20 ligues. Et évidemment, ces 17,5 emplois ne sont pas comptés, en tout cas les budgets de ces 17,5 emplois ne sont pas comptés dans les budgets des ligues, parce que c'est bien le ministère qui finance ces emplois, ce sont des cadres techniques d'État. Alors, on a fait un petit zoom aussi sur ce qui s'est passé en 6 ans entre le CNDS et l'Agence nationale de sport sur l'emploi, les emplois financés par le CNDS et l'ANS. Donc, en 6 ans, on a donc développé financé 41 emplois au niveau des ligues, 45 au niveau des comités départementaux et 244 sur les clubs. 19 emplois l'ont été aussi sur des groupements d'employeurs, soit des groupements régionaux, départementaux ou locaux pour des disciplines particulières, cyclisme, gymnastique, handball, judo, omnisport, tennis de table et tennis. Voilà. Donc, ce qui peut être dit aussi, c'est que finalement, on n'a pas, en 6 ans, on n'a pas franchement développé ou fait le choix de développer les têtes de réseau. En tout cas, je parle des ligues parce que finalement, il n'y a eu que 41 emplois développés sur cette partie-là. Bon, je vais laisser la parole à mon collègue Sylvain Viré qui va vous parler du haut niveau. Sylvain ? Merci Bruno, bonsoir à toutes et tous. Ça va te permettre de souffler un petit peu Bruno parce que c'est vrai que c'est dense comme information. Et je vais pouvoir vous évoquer avec vous un petit peu le haut niveau. Donc, si tu peux passer à la slide justement concernant la définition du haut niveau. Merci. Donc, avant tout, c'est peut-être de définir ce que c'est que le haut niveau. Là, on a bien le parti pris d'évoquer les sportifs listés ministériels ayant droit au processus d'accès au haut niveau. Le haut niveau, en fait, il est reconnu par rapport au chemin vers les équipes de France et aux performances réalisées par les différentes équipes de France. Donc, on ne parle pas là du sport professionnel, en dehors des centres de formation de clubs pro, ni des sportifs qui sont dans les clubs de national. On est bien sur des textes et la charte du haut niveau en tête du Code du sport qui reconnaissent les sportifs sur notamment des listes ministérielles. Alors, justement, là, on étudie un petit peu
les chiffres de nos sportifs depuis quelques années maintenant à la direction régionale, on voit une légère progression positive et la répartition, elle est quand même assez similaire. On est aujourd'hui en 2021, donc les chiffres sortent un petit peu du four. Là, on se base principalement sur le portail de suivi quotidien des sportifs, donc qui est notre base ministérielle pour identifier les sportifs reconnus de haut niveau. Et les proportions sont assez similaires avec les listes ministérielles de haut niveau qui concernent les listés élite, senior et relève, ainsi que les arbitres et juges de haut niveau. On va avoir les listes ministérielles aussi d'accession qui vont concerner les collectifs nationaux et les listes espoirs. Et puis à côté de ces listes-là, avec des sportifs qui ont des droits similaires aux sportifs de haut niveau sur leur suivi scolaire, universitaire et leur considération par exemple sur la dérogation à la carte scolaire, on va avoir les sportifs des centres de formation des clubs pro. On va avoir aussi des non-listés qui sont dans les projets de performance fédéraux. Donc, tout ce petit monde, ça représente 1382 sportifs en 2021. Il faut savoir que ce chiffre, il était plutôt autour des 1100 sportifs à peu près sur l'ensemble de ces collectifs. Mais si on regarde, si on fait un focus vraiment uniquement sur les sportifs ministériels de haut niveau, on est aujourd'hui à 196 sportifs cette année. Vous avez peut-être remarqué en tout début de présentation de slide un chiffre, je crois, qui était de 182 sportifs de haut niveau. C'était le chiffre de l'année dernière, donc une très légère augmentation. Et on peut ajouter quand même à ce chiffre-là le 2% des arbitres et juges sportifs de haut niveau également. Alors, ce qui est significatif aussi, c'est que on a 35 structures d'accession sur le territoire et 11 structures d'excellence. Mais ces structures qui sont reconnues dans le projet de performance fédérale, en fait, 27 d'entre elles sont portées par les comités régionaux et les ligues. Et ces 27 structures régionales, elles sont un peu, il peut y avoir plusieurs structures pour une seule et même discipline. Elles sont portées essentiellement par 20 ligues. Donc, c'est, comme le disait Bruno tout à l'heure aussi, on se retrouve avec des structurations fortes pour certaines disciplines. Donc, sur la slide suivante, là, vous avez un camembert qui présente vraiment donc, les sportifs listés ministériels avec la répartition et les portions de camembert détachées représentent justement ce qui correspond aux sportifs de haut niveau. Donc, 2% simplement de sportifs élites. Alors, la liste élite, hein, c'est les sportifs qui performent au niveau international, qui ont des classements, des résultats significatifs sur les compétitions de référence, championnat d'Europe, championnat du monde, Jeux olympiques. Ceux qui participent à ces événements mais qui ne font pas de résultats déterminants sont listés sur les catégories seniors. Et puis les listes relais, ça va être la similitude, je dirais, pour les catégories jeunes dans les fédérations. Voilà. Sur la slide suivante, Bruno. Ah oui, donc on peut oui, pardon, on revient, excuse-moi, sur le commentaire. Oui, là aussi, on peut repérer que 42 disciplines ont des sportifs listés ministériels, mais que 11 disciplines totalisent 70% des listés. Donc, il y a une forte concentration, encore une fois, de nos sportifs sur quelques disciplines sur le territoire. Alors, si on repart, là, on s'est amusé à comparer un petit peu le volume en termes quantitatifs de nos disciplines. Alors, la pyramide inversée, la représente bien les sportifs de haut niveau, élite, senior et relève. Donc, on a sorti complètement les listes d'accession et les non listés qui sont sur les projets de performance. Et ce qui ressort, c'est que voilà, la voile, par exemple, qui est une discipline représentative de notre région, possède le plus de listés haut niveau, suivi de l'athlétisme, du canot-kayak qui clôture le podium. Alors, il faut pondérer aussi ces chiffres-là, parce que vous le voyez, par exemple, autant la voile qui a 9 sportifs seniors et 2 élites dans notre région, ce n'est pas du tout le cas pour l'athlétisme, qui n'en a que 2 pour 14 relèves. Donc, même si on peut présenter un podium des listés au niveau de nos disciplines, il faut faire attention entre les disciplines qui ont beaucoup de jeunes à fort potentiel et puis celles qui accueillent vraiment des sportifs qui représentent la France au plus haut niveau international. Alors, du coup, ça, c'était le quantitatif, mais au niveau qualitatif, donc on s'est amusé aussi à comparer les chiffres nationaux des possibilités de mise en liste. Je vais vous donner un exemple. Si on prend l'athlétisme, il y a une possibilité de mise en liste ministérielle de plus de 1000 sportifs, alors qu'au badminton, c'est un tout petit peu plus que 250. Donc, c'est difficile de dire qu'une discipline
porte mieux le haut niveau qu'une autre à partir du moment où les dés sont un petit peu pipés parce qu'une discipline peut avoir beaucoup plus de listés haut niveau qu'une autre. Donc, si on fait le ratio des sportifs de haut niveau par rapport aux possibilités de mise en liste des disciplines, et là, dans le camembert, on voit que c'est le tennis de table qui ressort avec le roller sport et puis on enchaîne avec les autres disciplines. Donc, il faut pondérer un petit peu aussi la qualité justement que les disciplines peuvent présenter en termes d'accueil de haut niveau. Et je le disais tout à l'heure, certes, le tennis de table, par exemple, est mis en avant sur le volume de listés, mais si vous regardez le tableau à gauche, sur le tennis de table, on est à 8 relèves pour un listé senior et une listée élite, en l'occurrence. Donc là aussi, il faut pondérer justement ce positionnement. C'est plus une tendance qu'une réelle photo exhaustive de chacune des disciplines. Ce qu'on remarque au niveau global, de toute façon pour la Normandie, c'est que c'est une région qui est plutôt très bien structurée sur l'accession, avec beaucoup de structures dans les projets de performance situés au niveau de l'accession, avec un réseau de centres ressources, CSN, Lycée Laplace et les CRJS du Havre et Petit Couronne qui accueillent de très nombreux sportifs et de nombreuses structures. Donc on a plutôt un maillage territorial plutôt bien organisé, qui mérite d'être accentué et pérennisé. Par contre, au niveau de l'excellence, on a un petit peu plus de mal par rapport aux autres régions françaises. On est à peu près sur le même niveau de classement que le volume de licenciés. On est autour des 4,5% de sportifs de haut niveau accueillis sur le territoire. Merci Sylvain. Je vais reprendre la parole pour faire les quelques slides et la conclusion. Donc, on va revenir aux locaux administratifs. Donc, ça, on va aller très très vite. 8 ligues sont propriétaires, 9 sont occupants à titre gratuit, 19 sont locataires de leur siège administratif, et puis 24 sur les 60 qui ont répondu n'ont pas de locaux administratifs, et on peut dire quasiment à coup sûr que toutes les ligues qui n'ont pas du tout répondu à l'enquête n'ont pas de locaux administratifs. Donc, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Je voudrais juste, pour ces ligues-là, sans locaux, la situation nous semble assez pénalisante pour développer à la fois des emplois, encore faut-il qu'il y ait des budgets suffisants, accueillir des stagiaires, simplement, des étudiants, des services civiques. Donc, en fait, ces comités régionaux n'ont pas la structuration de base pour pouvoir commencer à bien s'organiser et développer de l'aide et des ressources plus ou moins intéressantes, mais des ressources. Alors, dernière slide avant d'aller sur la conclusion. On a interrogé les ligues par rapport à leur organisation qu'on a appelée infrarégionale. En gros, est-ce que vous avez un district, un comité départemental ou une autre organisation en dessous de la vôtre, mais on ne parlait pas de celle des clubs. Donc, la moitié des clubs ont 5 comités départementaux, donc 30 ligues, là, ont 5 comités départementaux. Et puis, après, c'est relativement réparti. 4 comités départementaux pour 10% des ligues, 3, 2, enfin 1, voilà, vous savez lire le slide comme moi. Ça nous interroge aussi sur la structuration de ces organisations-là. On sait qu'il y a une mise en place de nouveaux établissements publics communautaires, donc les EPCI, qui sont plus vastes. Ils vont prendre gentiment, mais sûrement, des compétences autour du sport. La question qui va se poser, les questions qui vont se poser, c'est comment être représentatif et comment adapter la gouvernance à ces nouvelles donnes d'organisation, là, pour le coup politique. Et peut-être qu'effectivement, en regardant la structuration des ligues, des comités départementaux et puis des clubs, le maillage, ligue par ligue, il y a peut-être à interroger toutes ces structures pour se dire qu'est-ce qu'on fait dans l'avenir, évidemment. Alors, conclusion, perspective, vous avez vu que il y a beaucoup de pluralité en termes de sport en Normandie, d'offres pratiques, d'offres sportives. Il y a un réseau de clubs important, 8130 clubs.
un nombre important de licenciés, même si on est 10e, c'est quand même 735 000 licences et en 2019, c'est même 740 000 licences, avec un taux certes de 22%, mais c'est quand même 22% de la population. Et on sait, par exemple, que ce sera l'étude de l'INSEE qu'on est en train de mener, on sait que pour ce taux de licenciation, de pénétration, pour les jeunes, c'est beaucoup plus que 22%. Pour certaines catégories, 10-14 ans, ça va être nettement supérieur. Donc, on a quand même des atouts. Hein. C'est pas rien ce réseau de 735 000 licences et de 8 130 clubs. Par contre, on a une forte concentration sur quelques sports et une grande disparité des organisations des comités régionaux. Hein. Et on peut penser que cette disparité existe aussi au niveau des comités départementaux. Et évidemment, et ça va être renforcé certainement par la crise du Covid, une fragilité de ces écosystèmes, surtout pour les structures qui ont des budgets et peu de ressources, hein, mais aussi, pourquoi pas, sur des structures qui ont développé l'emploi de manière très volontaire. Hein. On a peut-être des comités régionaux qui vont se retrouver en difficulté pour garder leurs emplois si la crise continue. Des ressources propres pour certains d'entre eux qui sont certainement insuffisantes ou encore insuffisantes, et puis des emplois salariés, je l'ai dit tout de suite, fragiles. Donc, on a bien, c'est ça qu'il faut retenir, c'est que ligue par ligue, comité par comité, on a des problématiques de développement très différentes, hein, et que c'est un peu compliqué de faire des généralités, hein, si on veut accompagner, aider les comités régionaux à se structurer. Alors, quelques réflexions, hein, peuvent être proposées. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, nous, on s'interroge sur l'efficience des organisations territoriales dans chaque discipline. La recherche des modalités de gouvernance et de fonctionnement, est-ce qu'elle ne pourrait pas être un peu plus performante? Faut-il concentrer ou déconcentrer les organisations? Faut-il avoir finalement un comité régional fort ou plutôt des comités départementaux? Les réponses sont à trouver dans chaque organisation. Faut-il chercher de nouveaux modes de coopération si on veut développer l'emploi, qui est quand même source de structuration, hein, et critères de structuration? Il faut peut-être passer par des phases de mutualisation de ces emplois et des moyens. Et puis, il y a une question qui se pose, c'est qu'aujourd'hui, là, on est en visio. Comment peut-on mieux utiliser les outils numériques pour s'organiser peut-être différemment plus tard? Hein. Le dernier point, c'est qu'on pense quand même qu'il va falloir aussi réinterroger et interroger en permanence le modèle économique pour maintenir et amplifier l'autonomie financière des organisations. Hein. Et en clair, il faut, en termes de conseils, rechercher et développer des ressources propres, même si ce n'est pas simple, hein, on est bien conscient de ça. Et puis enfin, et ça c'est peut-être pour la partie État, région, collectivité territoriale, comment adapter les modalités d'accompagnement et d'intervention publique à cette diversité. Voilà. Dernier point aussi qui est sorti lié à cette étude, c'est qu'en fait, on a besoin peut-être d'avoir plus régulièrement des études et faire remonter un certain nombre d'informations pour que, à la fois, on puisse avoir donc des données les plus complètes et pour aussi valoriser les actions, le travail et développer des actions ensemble. L'idée, c'est de jouer collectif. Et à travers ça, c'est indéniable, il faut essayer collectivement de valoriser le rôle social du sport, qui est très important. Et on le voit dans ces moments compliqués de Covid. Voilà, j'en ai fini. Je vous rappelle juste que nous allons donc
proposer ses publications sur nos sites internet. Et je vais laisser la parole à Pierre, je crois. Merci beaucoup Bruno, ainsi que Daniel et Sylvain pour ces présentations. Donc n'hésitez pas encore à nous poser vos petites questions juste en dessous ici en commentaire. Alors tout de suite maintenant, nous avons une question posée par Sylvain concernant le haut niveau. Pourquoi le foot n'est pas représenté dans les chiffres haut niveau en Normandie? Peut-être Monsieur Sylvain Viré pour la réponse, s'il vous plaît. Oui, je peux répondre. Le foot est représenté en fait parce que le foot dispose de quelques listés aussi ministériels et dispose de 2 centres de formation de clubs pro, donc de Malherbe et du Hac. Donc sur la région, on a 9 centres de formation de clubs professionnels, dont 2 de football qui sont bien identifiés dans ces 1382 sportifs. Mais je le répète, ne sont pas identifiés les joueurs professionnels qui ont un statut professionnel et puis les joueurs de division inférieure qui ne sont pas considérés comme des sportifs de haut niveau. Donc c'est un parti pris, là, ce qui a été présenté là, pour évoquer le sport de niveau qui correspond justement à des textes et à des engagements ministériels de l'agence et des fédérations. Merci beaucoup Sylvain. Une autre petite question donc, qui nous a été soumises. Donc des données chiffrées ont été publiées concernant le nombre de licenciés en Normandie. Forcément, crise Covid oblige. Voilà. Quelle est la projection aujourd'hui sur le nombre de licenciés pour la prochaine saison sportive? Est-ce que vous avez une idée? Monsieur Marais, peut-être? Oui, moi je viens apporter une précision. Très clairement, toutes les disciplines sportives sont impactées par la baisse des licences à cause de la crise sanitaire que nous traversons depuis mars 2020. Les baisses de licences suivant les disciplines vont de 5% à quasiment 50% pour certaines disciplines, sachant que les sports de salle, les sports d'intérieur, sports collectifs, sports de combat sont bien plus durement touchés que les sports extérieurs. Donc, effectivement, aujourd'hui, la difficulté, c'est que nous n'avons aucune perspective de reprise sportive, tout au moins pour les jeunes. Donc, ce qui complique la situation. On espère, et c'est vital pour la santé de nos jeunes, pour la santé de tout le monde, pour le bien-être, que le gouvernement annonce prochainement et le plus rapidement possible une reprise de la pratique sportive. Je crois que tout le monde en a besoin. Nos clubs en ont besoin. Et que le gouvernement nous donne des perspectives de reprise, et j'espère au printemps, parce que c'est indispensable pour permettre à toutes les disciplines de reprendre de l'activité en club, réorganiser des événements extérieurs, intérieurs et remobiliser l'ensemble de nos licenciés, jeunes et adultes, à la pratique. Merci beaucoup, Monsieur Marais. Une autre question qui nous a été envoyée donc, en privé par Sylvie. Quel rôle pour les DOS et comités départementaux dans le prochain mandat avec toutes ces ressources chiffrées? Moi, je veux bien intervenir. Moi, je pense que, après, ça dépend de l'organisation territoriale de chaque discipline. Mais pour ce que je connais, celle que je connais le mieux, moi, je crois en l'importance des comités départementaux. Il est important d'avoir des structures de proximité auprès des clubs qui assurent toute cette politique de soutien, d'accompagnement, de développement des pratiques au plus près de nos clubs. Ça me paraît important. Après, tout ça dépend de l'organisation de chaque discipline. On a besoin de proximité auprès de nos clubs pour les aider à se développer, à se structurer, à former et ainsi à progresser. Merci beaucoup, Nicolas. Un petit commentaire donc d'Ariane en commentaire qui nous fait savoir qu'à l'exception de l'équitation, qui voit son nombre de licences augmenter cette saison de 12%, voilà, est-ce que derrière, il n'y a pas justement aussi certaines disciplines sportives qui ont su s'adapter mieux que d'autres en cette période? C'est évident, on le voit, et tant mieux pour elles. Je crois qu'il faut en être heureux. Que des disciplines d'extérieur, des disciplines nautiques, le sport équestre, l'athlétisme, la randonnée, ont pu gagner des licenciés. Et moi, je dis tant mieux, parce que là, ça démontre au moins que certains se sont orientés vers ces disciplines pour pratiquer du sport, continuer de pratiquer. Donc, moi, ce que j'aspire, c'est que chacun reprenne de l'activité et que le nombre de licenciés progresse dans toutes les disciplines sportives.
Merci beaucoup. Peut-être une dernière petite question de Mohamed. Pensez-vous justement que le nombre d'infrastructures sportives, qu'elles soient accessibles pour le sport amateur ou de haut niveau, est un chiffre satisfaisant pour notre territoire régional? On le voit, certaines disciplines sportives sont très impactées par le déficit d'infrastructures sportives. J'ai parlé de la natation qui ne peut pas organiser de compétition régionale qualificative au championnat de France car ils n'ont pas de centre de piscine homologué. Oui, la question d'infrastructure est problématique dans certains territoires. Lorsque Bruno présentait la cartographie régionale avec des territoires en blanc, avec un faible taux de pratiques sportives, je crois qu'il faut corréler à ça le déficit d'infrastructures sportives sur ces territoires carencés. Et ça, c'est une réflexion globale que l'on doit avoir avec les collectivités, je pense. Oui, pour compléter, si tu le permets, Nicolas, effectivement, on commence à connaître les territoires carencés, entre guillemets, hein, en équipement sportif. On va travailler, nous on travaille toujours là avec l'INSEE sur justement le recensement des équipements sportifs. Si on prend juste un équipement sportif majeur qui sont les piscines en Normandie, on a un taux d'équipement en piscine qui est très, très variable d'un territoire à l'autre. Globalement, il est plutôt en dessous de la moyenne nationale pour les piscines, hein, je ne prends que celui-ci. Et nous avons des territoires qui n'ont absolument aucune piscine, voilà, et qui ne peuvent pas développer la natation. Bon, encore faut-il que ces territoires puissent supporter le coût, hein, je veux dire, de construction, mais surtout de fonctionnement d'une piscine. Voilà. Donc, c'est un vrai sujet et ça fait partie de l'offre sportive. Hein. Il faut des animateurs, des clubs, et il faut aussi des équipements sportifs. Et pour certains d'entre eux, en Normandie, on est un peu en déficit. Les terrains de foot, on est plutôt dans la bonne moyenne nationale, par exemple, hein, pour parler des choses qui ne fâchent pas, entre guillemets. Voilà. Merci beaucoup, Bruno. Une dernière petite remarque qui m'arrive à l'instant d'Aurore, qui dit en effet le sport, c'est la compétition, mais c'est aussi le sport santé. Pensez-vous justement que ce n'est pas une belle opportunité pour notre territoire régional que de pouvoir aussi s'adapter justement à cette nouvelle offre et à ce nouveau besoin peut-être sur lequel l'ensemble des licenciés souhaitent accéder? Pour qui veut répondre? Je veux bien donner un message. C'est évident. Le CROSS est très investi aujourd'hui sur cet axe majeur. Il est déjà depuis plusieurs années, mais on va l'amplifier de manière très importante par la mise en œuvre de formations adaptées à cette thématique du sport santé. Et ça va être un des éléments de la prochaine Olympiade qui va évidemment mobiliser toutes nos forces. D'ailleurs, je crois savoir, Daniel, que justement nos comités énoliques sont actuellement sondés sur ce sujet. Est-ce que vous pouvez nous en toucher un petit mot, s'il vous plaît? Oui, il y a un questionnaire qui vient d'être lancé là, le mois dernier à l'ensemble des ligues pour préciser justement une petite partie du questionnaire que nous avions fait sur les 88 questions, mentionner déjà un certain nombre de points, mais en précision très nettement insuffisante. Et là, avec le nouveau programme que l'on a, on souhaite avoir auprès de l'ensemble des ligues maintenant des éléments sur lesquels on va pouvoir travailler pour justement avoir un encadrement adapté à ces nouveaux cadres qui vont s'occuper du sport santé pour l'ensemble de la population et non pas seulement pour les sportifs en difficulté ou en blessure, ce qui était quand même une des tâches les plus importantes jusqu'à l'heure actuelle. On va basculer probablement sur une autre logique qui est celle de maintenir les personnes en activité, en reprise d'activité après cette période qui va être très difficile.
Merci beaucoup, Daniel. En Normandie, on ne peut pas parler de sport sans un sport partagé, accessible à toutes et à tous. Bien évidemment, je pense aux personnes en situation de handicap qui souhaitent partager une activité physique et sportive. Et pour cela, nous allons passer la parole à Sylvie Scaza, qui est représentante du CPSF aux conférences régionales du sport en Normandie. Bonsoir Sylvie. Alors Sylvie, je vais vous inviter à réactiver votre micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est fait. Merci Pierre pour cette introduction et bonjour à tous. Merci de donner la parole au CPSF, qui est un nouvel interlocuteur sur notre territoire. Vous le savez, des référents territoriaux ont été envoyés sur chacune de nos régions en France. Et nous avons eu donc le plaisir d'accueillir en 2019 Florent Foulquier, dont je prie d'excuser l'absence, il était retenu par ailleurs. Le CPSF s'implante dans les régions en vue de la mise en œuvre des conférences territoriales du sport. Il voulait effectivement représenter ses publics pleinement dans les différentes phases de la gouvernance à suivre. Je vais vous présenter en fait un diagnostic, mais qui est conduit au même moment dans toutes les régions de France, ce qui expliquera à certains moments que le choix de certains indicateurs qui pourraient paraître discutables aient été les mêmes afin de pouvoir ensuite faire des comparaisons au niveau national d'un territoire à l'autre. Bien sûr, ce diagnostic concerne toutes les personnes en situation de handicap, que ce soit les handicapés moteurs, visuels, auditifs ou psychiques ou mentaux, et donc avec des réalités un peu différentes pour les deux fédérations historiques qui représentent ces publics. Dans le document est décrit l'ensemble des populations du handicap. Nous ne les verrons pas ici, donc je vous inviterai à vous documenter davantage en recherchant la lecture du document qui sera mis à votre disposition dans les jours qui viennent. Donc, vous allez avoir ici un petit peu quelques chiffres sur la pratique d'accès au sport et les différents acteurs qui interviennent aujourd'hui dans ce domaine. Sur le recueil des données, il a été ici extrêmement compliqué. Il s'est appuyé essentiellement sur les données de l'INSEE, sur les données de l'Agence régionale de santé, et bien sûr sur les rapports d'activité et rapports d'assemblée générale du sport handicap, du handisport et du sport adapté. Mais on va voir que c'est assez insuffisant comme relevé et qu'il va falloir collecter dans les années prochaines des informations qui sont plus précises. Je te donnerai la main, Bruno, pour changer de diapo quand ce sera nécessaire. Merci. Le choix de l'indicateur pour la pratique qui a été fait a été à partir de ceux qui sont déclarés dans les maisons du sport et handicap ou maisons de l'autonomie, ceux qui avaient droit, comment on appelle ça, l'aide au handicap. Et l'autre indicateur était l'aide à l'éducation des enfants handicapés. En fait, ces deux indicateurs-là posent problème parce qu'ils ne permettent pas de repérer toute la population susceptible d'être intéressée par l'offre sportive. Par exemple, un salarié handicapé qui travaille ne figurera pas dans cette nomenclature et on n'a pas accès aux données qui permettent effectivement de rentrer en contact avec lui. Donc, ce sont des grandes difficultés sur lesquelles il faudra, en partenariat avec les acteurs qu'on a déjà pu identifier,
essayer de lever dans les années qui suivent. On peut passer à la diapo suivante. Donc là, on vous parle des fédérations historiques. Alors les fédérations historiques, c'est bien sûr le comité régional handisport et la Ligue du sport adapté. Et là, vous avez un premier tableau qui vous indique, pour ces fameux indicateurs dont je vous parlais, AAH, AEEH, avec tous ces sigles, le nombre de licenciés pour le nombre de licences sportives pour le 1000 droits ouverts dans les maisons, on va faire vite, les maisons, les MDPH. Et là, vous avez une photographie de ce que ça donne par département. Donc, on a l'impression là que le Calvados et l'Orne seraient des endroits où il y aurait le plus de licenciés en fonction du nombre de pratiquants potentiels repérés. Vous avez tout en bas sur votre gauche la moyenne nationale qui est de 72,4. Donc, de toute façon, quoi qu'il en soit, on se situerait toujours en dessous avec seulement le Calvados et l'Orne qui s'en rapprocheraient. On va passer à la diapo suivante qui va vous proposer une autre approche. Alors, c'est des tableaux assez illisibles comme ceci, puisque ce sont là un autre critère qui a été pris en compte, qui ont été les clubs labellisés. Vous savez qu'il existe en région Normandie un label des sports qui ont une offre sportive pour le handicap. Et il existe même des labels départementaux. Mais là, on s'en est tenu au label régional. Et si on prend le critère des clubs labellisés sur l'ensemble de la région, on aboutit là à une toute autre configuration. Diapo suivante, une autre configuration où on n'est pas tout à l'heure, c'était le Calvados et l'Orne qui auraient le plus de licenciés par rapport au nombre de personnes déclarées dans les MDPH selon deux critères dont j'avais parlé. Là, la situation s'inverse complètement. Ce sont la Seine-Maritime et l'Eure qui arrivent là en tête. Alors, il n'y a pas de compétition, hein, c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est de savoir comment on va pouvoir travailler par la suite pour développer la communication et l'offre de sport. Donc là, on aboutit à une autre lecture grâce au label des structures qui offrent de l'activité sportive aux handicapés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on sort simplement des licenciés de la fédération handisport ou du sport adapté. On s'aperçoit là, avec ce critère de label, qu'on touche d'autres acteurs, des ligues, d'autres ligues, des clubs ou d'autres organismes qui ont pu développer une offre sportive en direction du handicap. Donc, c'est l'intérêt d'avoir eu ces deux lectures sur ce sujet. On peut passer à la diapo suivante. Donc, à partir de ces lectures, on s'aperçoit effectivement de manière prégnante que le nombre de sportifs qui peuvent accéder aujourd'hui à une offre de pratique sportive est très peu, c'est l'ordre de 1% si on regardait le premier critère de tout à l'heure, par rapport à la population qui pourrait être visée. Donc, on est loin des chiffres présentés pour l'ensemble des ligues et de la région tout à l'heure, où je crois on était à 22% de pratiquants. Vous voyez le chemin qui reste à parcourir. Public moins accompagné pour les handicaps moteurs et sensoriels. Là, ça demande une précision. La phrase n'est peut-être pas d'une grande clarté. En fait, les handicapés mentaux ou psychiques sont bien souvent dans des établissements
Donc, on va pouvoir capter via l'existence des établissements et les fichiers d'établissement les publics en question, alors que pour les handicaps moteurs et sensoriels, ils se retrouvent plutôt accueillis dans leur famille, dans la majorité, pas tous, mais dans la majorité, et du coup beaucoup plus difficile à capter et une communication qui doit s'adapter à cette particularité-là. Donc voilà le sens de cette phrase. Et puis une visibilité de l'offre de pratique qui n'est pas optimale. Alors il existe aujourd'hui des outils, il y a le HandiGuide, il y a la plateforme qui a été créée il y a quelques années maintenant, mais on s'aperçoit qu'il faut conduire un travail important pour qu'elle puisse toucher de manière optimale, effectivement, les publics concernés. Et aujourd'hui, essayez d'aller sur les plateformes en question, vous verrez que le chemin est un peu long à parcourir, malgré les efforts qu'ont pu mener certaines institutions pour créer ces outils. Donc, c'est à ça qu'on va s'attacher effectivement dans les années qui viennent. Diapo suivante. Donc, les pratiques les plus représentées, donc, vous voyez par type de handicap les disciplines qu'on retrouve le plus souvent, bon, à la fois du sport de raquette, des sports de plein air, des sports collectifs, bien sûr. Donc voilà, bon, ça n'a pas, vous pourrez le lire dans le document, et puis des sports d'opposition aussi. Diapo suivante. Alors, l'accessibilité. Alors ça, c'est un mot, un maître mot dans le handisport et le sport adapté. J'en profite d'ailleurs pour introduire le mot qui semblerait vouloir remplacer ces deux notions, qui serait la notion de parasport, sachant que la notion de sport adapté semblerait mal comprise et mal identifiée par le grand public en général, et qu'il nous faudrait faire des efforts de terminologie pour pouvoir mieux nous faire comprendre. Alors, l'accessibilité, une pression supplémentaire pour les individus et leurs proches. Elle est de plusieurs ordres. On a vu tout à l'heure le problème de la communication, de l'accessibilité à l'information. Alors déjà, effectivement, comment connaître les publics qui pourraient être concernés? C'est une première phase. Deuxième phase, une fois que l'on connaît les publics, on va avoir, notamment pour le handicap physique, des difficultés d'accès aux installations. Alors, c'est marqué très faible en théorie. C'est vrai que si on consulte le répertoire ou le recensement des installations sportives, on va trouver un nombre d'installations qui ne sont pas déclarées accessibles. Avec Florian, on pense qu'effectivement, ce recensement n'étant peut-être pas très à jour, un certain nombre de travaux ont pu être faits ici ou là dans les territoires et n'ont pas été communiqués n'ont pas été communiqués. Et donc là, c'est un élément important sur lequel il faudra également travailler. Ces installations, c'est à la fois l'éloignement. Vous avez vu sur une carte tout à l'heure qui était avec tous les clubs par territoire, que les équipements, l'offre de pratiques sportives est surtout sur les territoires urbains. En milieu rural, vous trouverez beaucoup moins de pratiques disponibles. Et donc, une des difficultés, c'est effectivement le transport. L'autre difficulté, une fois qu'on est arrivé à l'installation sportive, c'est l'accessibilité même de l'installation, et pas simplement de la partie sportive, mais aussi de ses sanitaires ou de ses vestiaires. Donc là, un travail conséquent à conduire, mais qui est en chemin et qu'il faut peut-être répartir mieux sur l'ensemble des territoires. Et puis, mais ça, tout le mouvement sportif connaît cette difficulté, la saturation aujourd'hui des équipements et la difficulté d'avoir des créneaux, d'autant que, notamment pour le handisport,
bien souvent, ça concerne un petit nombre de personnes, 4-5 personnes pour pratiquer une activité, lorsqu'à côté, il va y avoir une demande pour un sport collectif d'une ligue traditionnelle avec 20 ou 30 personnes. Donc, un mot important, mais qui cache beaucoup de réalités sur lesquelles il faut travailler et qui vont demander certainement des moyens conséquents dans les années à venir. Diapo suivante. Merci Bruno. Là, un schéma un peu complexe à lire. On va pas y rester très longtemps parce que je vais y revenir sur une autre diapo tout à l'heure. A été repris là une classification faite par le CPSF pour classer les acteurs en accompagnement, les institutions, les facilitateurs, hein, vous voyez à chaque fois là les financeurs, les facilitateurs, les acteurs sportifs, les autres acteurs, et là il y a une déclinaison effectivement de toutes les personnes qui interviennent. Alors, ce qu'on peut faire au moins à partir de ce schéma, c'est constater qu'il y a une très grande richesse d'acteurs sur notre territoire et une très grande implication d'ailleurs qui ne sont pas que des petits ronds et des petits schémas comme ça, mais qui traduisent une véritable mobilisation. En même temps, cette mobilisation, elle est quelquefois compliquée puisque l'histoire étant ce qu'elle est, il peut y avoir des doublons par-ci, par-là, voire un manque de lien entre les acteurs eux-mêmes. Donc, l'arrivée du CPSF et de son référent territorial devrait nous aider dans les années à venir, effectivement, à trouver plus de liens encore, notamment au travers de la commission territoriale sport et handicap, qui est déclinée au niveau départemental. Donc, l'idée, c'est effectivement que tous les acteurs travaillent dans le même sens et puis qu'on puisse arriver à mutualiser les moyens. On passe à la diapo suivante, merci. Alors, les acteurs fédéraux, peut-être nuancés, les ligues peu impliquées. Effectivement, il y a un certain nombre de ligues sur la région qui n'ont pas d'offres sportives en direction du handicap et dont les fédérations n'ont pas annoncé en particulier de projets dans ce domaine. Ça n'empêche pas que quelquefois, on peut avoir des athlètes qui vont être médaillés parce qu'ils ont réussi tout seuls, je pense au triathlon. Nous avons dans la team Normandie, c'est Maxime Anquincan, je crois, qui est médaillé. Donc, on peut avoir des réussites malgré tout. N'empêche que ce n'est pas lié à l'organisation interne à notre région. Après, on a des ligues intéressées. Ce sont des ligues qui connaissent des clubs de leur territoire, qui ont ouvert leurs portes au handicap. Mais souvent, je sais que Florian a eu beaucoup de difficultés par le passage direct à la Ligue à avoir des informations sur la réalité du nombre de clubs et la réalité du nombre de licenciés pratiquants et dans quel domaine. Donc, dans les ligues intéressées, par exemple, il y a le tennis, il y a le hockey sur glace, il y a le tir sportif. Sur les impliqués, alors ça, ce sont des ligues qui ont demandé au niveau de leur fédération des délégations, donc qui ont réellement un projet en direction du handicap. Alors ça se traduit des fois de manière très importante dans les clubs, des fois pas, c'est-à-dire qu'on reste quand même sur un domaine où si localement il n'y a pas une appétence pour accueillir ces publics, eh bien, il n'y aura pas d'offre de pratique particulière. Donc, projet fédéral, formation fédérale, mais pas toujours activé dans tous les clubs de la Ligue en question. Diapo suivante.
Donc là, on va revenir sur les autres acteurs, la diapo que vous avez vue tout à l'heure sous forme de schéma. Dans les institutions, bien sûr, l'État, forte présence de l'État, avec dans chacun de ses services des référents dans le champ du handicap et qui contribuent au fonctionnement de la commission territoriale. L'agence, les collectivités territoriales, à la fois la région, mais aussi les départements qui ont compétence en matière d'autonomie des personnes, l'agence régionale de santé, bien sûr. Voilà pour les institutions. Après, dans le schéma tout à l'heure, vous aviez aussi l'Agence nationale du sport au niveau national, mais là, restons sur notre niveau régional. Après, sur les facilitateurs, ont été classés dans ce champ-là les maisons départementales du handicap ou les maisons départementales de l'autonomie. Classés aussi là, les universités, avec notamment les formations STAPS et leur formation licence et maîtrise APA, donc, qui permettent de former des personnes compétentes pour accompagner nos publics. Et puis, dans les autres, vous allez avoir toutes ces associations qui jouent un rôle très important de lien avec les établissements spécialisés, avec les familles et avec les publics en direct, que sont l'UNAPI, l'ADAPT, la PAGE. Je vous dispense de décrire tous les sigles, mais vous les trouverez dans le document. Mais souvent, on pourra constater qu'il peut y avoir des activités physiques, mais qui ne favorisent pas forcément l'autonomie de la personne. C'est-à-dire que la personne va pratiquer au sein de ces organisations-là, mais ne se rendra pas dans un club pour avoir une pratique en autonomie. Et le rôle très important des commissions sport et handicap qui ont été construites, je vous l'ai dit tout à l'heure, au niveau régional et dans les départements. Voilà, pour ce qui est des acteurs. Alors, il y a des acteurs économiques aussi qui n'apparaissent pas forcément, qui étaient peut-être dans le schéma tout à l'heure. Voilà, merci. Donc, la diapo suivante. Donc, une synthèse, un milieu difficile à appréhender dans sa totalité. Donc, ce qui est difficile à appréhender, c'est comment entrer en contact avec les publics et savoir combien ils sont exactement. L'importance de l'animation territoriale qui est conduite aujourd'hui, mais en même temps, la nécessité de peut-être davantage coordonner et mutualiser notre manière de travailler. Nous l'avons vu, l'accessibilité inframajeure, un réseau d'acteurs qui ne connaissaient pas, je vous ai introduit tout à l'heure le parasport en douceur, voilà le mot qu'on devra avoir retenu ce soir. Alors, un milieu qui n'a pas encore trouvé son modèle économique. J'ai entendu tout à l'heure les difficultés économiques de l'ensemble du mouvement sportif en général. Sachez que pour les publics handicapés, ce modèle économique il est encore plus difficile à rechercher. Lorsque je pense au handisport, les ressources propres de l'association, c'est 1%. Hein. Donc, effectivement, peut-être penser aussi qu'on est là dans un domaine de service public en direction de publics qui trouvent tellement de difficultés d'accès à une offre de loisirs ou une offre de compétition que le modèle économique mettra très longtemps à se construire, si tant est que ce soit possible. Et puis, le besoin d'accroître la visibilité, je n'y reviens pas, c'était les problèmes de communication que j'évoquais tout à l'heure. La dernière diapo, les pistes de travail. Donc là, ce qui nous semble important, c'est effectivement l'articulation des acteurs.
Là, aujourd'hui, il y a beaucoup de dynamique dans notre région, beaucoup d'animateurs extrêmement mobilisés, mais peut-être nécessaire d'harmoniser un peu nos dispositifs et puis de mutualiser nos ressources parce qu'elles ne sont pas nombreuses et puis mieux la répartir sur les territoires. On a vu une mobilisation sur les territoires urbains assez conséquente, bien plus difficile en milieu rural. La visibilité des projets, c'est les problèmes de communication, je ne vais pas y revenir. Et puis la qualité de l'accueil. Aujourd'hui, le souhait de faire un travail important avec l'ensemble du mouvement fédéral et avec toutes les ligues qu'elles soient délégataires ou non, pour effectivement les inciter à accueillir ces populations-là, soit en inclusion, soit sur des temps particuliers dans leurs activités traditionnelles. Optimiser le modèle économique, oui, on essaiera. Ça peut être un objectif, en tout cas, la mutualisation est certainement un des principaux axes possibles. Voilà. Et la dernière diapo, pour vous remercier tous, parce qu'un certain nombre d'entre vous ont eu la gentillesse effectivement de répondre et de rencontrer Florian Foulquier. Il vous laisse son adresse email pour que vous puissiez lui faire savoir si vous souhaitez accéder aux documents avec la totalité des chiffres et la totalité de la présentation. Voilà, merci à vous. Merci beaucoup Sylvie. Justement, donc nous finissons par un petit clin d'œil à Florian qui n'est malheureusement pas disponible. Mais pour autant, pourriez-vous nous dire dans quelle mesure justement le référent CPSF Normandie accompagne, soutient le comité régional handisport et la Ligue sport adapté et plus largement les clubs normands souhaitant accueillir des personnes en situation de handicap, s'il vous plaît? Je vais essayer. C'est quand même une fonction nouvelle qui est intervenue dans une période difficile qui était celle de la mise en place du confinement. Donc, on s'est rencontrés autant que faire se peut, soit par visio, soit en direct, pour échanger sur nos pratiques, nos difficultés. Et le diagnostic que vous voyez là aujourd'hui est l'état un peu de ces rencontres avec Florian et ce travail en commun. Notre participation aussi, que ce soit le comité régional handisport ou la Ligue de sport adapté à la commission territoriale, donc on est tous ensemble dans cette instance. Donc l'idée effectivement, c'est de construire ce partenariat et puis aussi de construire avec le CPSF en direct. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, je représente le CPSF pour le territoire normand. Je n'ai eu l'occasion de communiquer avec eux qu'une seule fois, donc je pense que des temps meilleurs nous permettront d'aller plus vite dans notre construction. Donc nous arrivons tout doucement à la fin de ce webinaire justement concernant l'Observatoire du sport normand. Avant d'en finir, Nicolas Marais, Sylvie Mouillon-Porte, auriez-vous justement un petit mot de la fin à adresser à tous ceux qui nous regardent? Écoutez, moi je pense que ces informations sont très importantes. Ce que vient de dire Sylvie est essentiel. On doit, à travers toutes nos disciplines sportives, permettre la pratique aux personnes à mobilité réduite, aux personnes handicapées, car chacun a le droit de pratiquer le sport, quel que soit son sexe, son handicap. Le sport est pour tous. Ce qu'a exposé Bruno, je crois qu'on a un état des lieux précis. L'impact risque de compliquer la donne pour beaucoup de disciplines. Et moi, je crains, notamment pour ces disciplines les moins structurées financièrement, qui vont avoir beaucoup de mal à s'en relever. Et c'est pour ça qu'il faudra qu'on fasse preuve de solidarité, aussi un soutien fort de l'État. Et on peut se réjouir de l'augmentation des enveloppes budgétaires pour la campagne NS 2020, notamment la répartition en Normandie, où l'enveloppe globale est en augmentation importante, et il faudra avoir une pensée particulière
pour ces disciplines qui vont en avoir besoin, que ce soit les clubs, les comités ou les ligues. Donc, on a du travail devant nous et on ressortira, moi je suis sûr, si on est tous mobilisés ensemble, on ressortira plus fort de cette crise pour construire un mouvement sportif normand guidé vers 2024 qui ressortira renforcé. Madame Houillon-Porte, s'il vous plaît. Oui, juste quelques mots, puisqu'il y a eu des mots forts qui ont été prononcés. Hein, solidarité vient d'être prononcée. Il y a eu, au travers des questions posées par les personnes, la santé. On vient de parler d'accessibilité, du parasport, etc. En effet, ça montre toute l'importance de cet état des lieux que nous avons réalisé. Il y a eu une autre question par rapport à la présence d'équipements sportifs. C'est bien grâce à cette meilleure connaissance du terrain, grâce également à des échanges, même s'ils ne sont pas en présentiel, mais avec ceux qui font du sport, que l'on connaîtra mieux la demande et qu'on va pouvoir s'adapter. Donc, repérer là où il y a des zones un petit peu désertes, repérer les besoins, et suite à la crise, en effet, il faut vraiment qu'on regarde bien les évolutions qui ont été faites et quel type de pratiques ont pu réaliser les personnes pendant cette période pour qu'on sache s'adapter pour encore mieux répondre, en effet, tous ensemble, en étant vraiment solidaires et en accompagnant au plus près cette demande, cette nouvelle demande. C'est vrai que le sport santé, c'est très important. C'est presque ce que l'on doit mettre à notre agenda au quotidien, faire une activité physique et sportive, parce que c'est un bien-être non seulement physique, mais aussi ça crée de la sociabilité et ça crée en effet un bien-être aussi psychique. Donc solidarité, programme santé, faire en sorte que tout le monde puisse avoir accès. Je crois que c'est vraiment les mots forts de cette journée, et connaître à la fois les lieux de pratique, connaître les besoins de pratique, savoir s'adapter et tirer les leçons de cette crise qui nous a en effet un peu éprouvés, mais dont on a certainement des leçons à tirer. Et qui dit leçon dit question, qui dit question dit réponse. Eh bien, on va s'attacher à trouver les réponses et les bonnes réponses pour tous passer ce cap et retrouver une activité physique qui nous rend heureux, parce que ça rend heureux. Ça rend heureux de faire du sport, ça rend heureux du pratiquant de base jusqu'au sportif de haut niveau qui remporte une médaille. Et même en tant que spectateur, on est très heureux quand il y a des médailles. Donc, puisque c'est une source de bonheur, on aurait bien tort de s'en priver d'une part, et il faut qu'on soit ensemble pour que ça continue à être un véritable plaisir. Merci. Merci à tous les intervenants, en effet, pour tous ces apports, et merci à ceux qui nous ont écoutés jusqu'à présent, qui ont parfois émis des questions ou qui n'ont pas émis des questions, mais qui nous ont écoutés, et nous serons à leur écoute aussi pour pouvoir nous adapter. Un grand merci, Madame Houillon-Porte. Donc, je profite pour de cette petite conclusion pour bien évidemment remercier l'ensemble de nos intervenants ce soir. Merci Bruno, merci Daniel, merci Sylvie, merci Sylvain, Monsieur Nicolas Marais et Madame Houillon-Porte. Je tiens bien évidemment à faire un clin d'œil à toutes les personnes qui, de près ou de loin, ont participé à ces différentes enquêtes. Ludwig, Marie, Chloé, Bruno, Daniel, Aurore, Florian et tous les autres. Et bien évidemment à toutes les personnes et aux structures qui ont pris de leur précieux temps pour répondre à nos différentes sollicitations. En ces temps encore un peu compliqués, nous pensons bien à vous, et surtout, n'oublions pas l'essentiel, prenez soin de vous, en espérant justement qu'on puisse se retrouver très prochainement sur les terrains de sport. À très bientôt, au revoir et bonne soirée. Au revoir. Au revoir.